Bonjour à tous, je suis Olivier Hutin et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bernard Young. Et on va donc parler de soins bucco-dentaires et antithrombotiques. Et la première question, c'est tout d'abord pourquoi en 2016 et maintenant en 2017 on s'y intéresse plus particulièrement. Pourquoi se pose-t-on la question du risque antithrombotique chez ces patients? Alors on s'y intéresse plus particulièrement depuis d'assez nombreuses années parce qu'on sait que les patients âgés ont souvent à la fois des traitements antithrombotiques et le recours à des soins dentaires. Il y a une catégorie de patients, lesquels vous savez, je m'intéresse tout particulièrement, qui sont les cardiopathies valvulaires, qui en plus ont besoin de soins dentaires réguliers pour maintenir une hygiène bucco-dentaire stricte. Ces patients sont souvent sous traitement anticoagulant et pendant longtemps, la crainte du risque hémorragique des soins dentaires a conduit à souvent interrompre les traitements antithrombotiques, éventuellement à les relayer, ce qui était complexe, ce qui entraînait parfois des complications, et on a maintenant des alternatives. Et bien à partir de là, comment on évalue en fait le risque? Parce que tous les patients ne sont pas les mêmes, et donc dans Absolument. quelle situation on va... Les patients ne sont pas les mêmes, les traitements ne sont pas les mêmes, les soins ne sont pas les mêmes. Donc on a une situation très hétérogène et il faut être rigoureux. Il faut bien évaluer le patient, l'interroger sur son traitement, bien sûr, l'indication de ce traitement, l'INR cible quand il est sous antivitamine K, également tous les facteurs associés de risque hémorragique, les différentes comorbidités qu'on connaît, les antécédents hémorragiques éventuels. L'existence d'un interrogatoire structuré est vraiment tout à fait essentielle. Il faut ensuite évaluer le risque de la procédure bucco-dentaire, et donc ça veut dire que ça va être une décision commune entre l'odontologiste et le cardiologue. Ce n'est pas le cardiologue tout seul qui va pouvoir connaître le détail de la procédure odontologique. Et dans ces cas-là, il faut bien sûr communiquer. On sait qu'il y a certaines procédures à risque modéré, par exemple une extraction dentaire unique, voire plusieurs extractions dans le même cadran, la mise en place d'un seul implant, une chirurgie endodontique. Et puis il y a des actes interventionnels à risque plus élevé, avec des extractions multiples dans différents cadrans, des chirurgies d'exérèse de tumeurs, des chirurgies endodontiques plus lourdes. Donc, avec en plus un certain nombre de facteurs odontologiques à prendre en compte qui augmentent toujours le risque hémorragique selon la localisation de la lésion, selon l'inflammation parodontale. Donc, réellement, un risque qui doit être évalué de façon stricte par l'odontologiste. Et donc, dans la plupart des cas, on peut poursuivre ce traitement. Alors, finalement, après l'évaluation du risque du patient, l'évaluation du risque de la procédure, on va avoir des arbres décisionnels qui maintenant sont bien codifiés dans des recommandations édictées par la Société française de chirurgie orale, en collaboration avec la Société française de cardiologie. Il y avait déjà eu une première série de recommandations il y a 10 ans qui nous ont beaucoup aidés dans ce domaine, qui maintenant ont été actualisées avec notamment les nouveaux anticoagulants. Et en fonction de cette évaluation, on aura différents arbres décisionnels, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des cas, on peut continuer les traitements antithrombotiques, les traitements anti-agrégants plaquettaires simples pratiquement toujours, les doubles anti-agrégations assez souvent. Pour ce qui est des anticoagulants avec les antivitamines K, tant qu'on a affaire à des gestes à risque modéré, si on a un INR inférieur à 4, ce qui est toujours le cas, on peut les effectuer sous antivitamine K. Avec les nouveaux anticoagulants, les anticoagulants directs, il est recommandé de faire également les soins sans rien interrompre, éventuellement de faire une fenêtre de 24 ou 48 heures si le risque est plus élevé. Et finalement, il faut réserver l'arrêt des anticoagulants oraux et les relais à des situations réellement rares qui sont la conjonction de patients à haut risque hémorragique et de gestes à haut risque hémorragique. D'accord, donc il faut vraiment qu'il y ait cette association pour vraiment envisager un relais éventuellement qui peut être dangereux pour le patient. Et donc au final, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça change? Est-ce que ça a un impact sur la prise en charge du patient? Est-ce qu'il y a un bénéfice du coup supplémentaire? Alors, il y a indiscutablement un impact important parce que premièrement, le fait pour les traitements anticoagulants de réduire les indications des relais va éviter des prises en charge complexes, parfois à risque soit d'hémorragie, soit de thrombose, va éviter dans certains cas des hospitalisations. Il y a certains patients chez lesquels il est difficile de faire des relais en ambulatoire. Et encore une fois, tout ceci doit passer par une collaboration étroite avec les odontologistes. On l'a vu pour l'évaluation du risque, également pour les procédures odontologiques. Il y a des mesures particulières d'hémostase à prendre chez ces patients. Mais ça va permettre le plus souvent de faire ces procédures en ambulatoire, ce qui est évidemment un confort considérable pour le patient. Et aussi, et j'insisterai là-dessus, c'est que non seulement ça simplifie la procédure, mais ça en diminue le risque. Ça diminue le risque d'hémorragie sévère et ça diminue le risque d'accident thromboembolique dont on sait que les relais sont pourvoyeurs.
Et puis surtout, ça diminue la réticence des dentistes d'aller envisager un geste avec le risque Alors ça, c'est un d'endocarditis. point qui est très important. Alors, il faut bien sûr que ce soit des dentistes qui aient l'habitude de ces soins dentaires chez des patients sous antithrombotiques. Et si un dentiste dit je ne veux pas y toucher, je crois qu'il faut tout à fait respecter. Mais il faut avoir des correspondants qui ont l'habitude. Et encore une fois, ces recommandations et les positions des sociétés savantes d'odontologie sont extrêmement utiles dans ce domaine. Et ça permet de limiter les réticences des dentistes, mais aussi des patients. Ce qui est très important, parce que je peux vous dire que des patients qui ont été hospitalisés pour des relais, pour avoir 3-4 extractions dentaires, qui ont dû rester 8 jours à l'hôpital avec parfois des hématomes et autres, quand après vous leur proposez de faire la même chose en ambulatoire, c'est des évolutions qu'on a connues sur ces dernières années, je peux vous dire que les patients ne veulent plus entendre parler d'autre chose. Merci bien pour ces explications très claires. Merci. Merci.